La dynamique pour l'unité d'action de l'opposition a annoncé la tenue d'un point de presse devant être animé par l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, ici présent. Dans ce cadre, nous vous invitons à suivre son témoignage suivant sur les violations des droits humains, ainsi que sur les conditions carcérales auxquelles sont soumis les détenus à la prison centrale de Makala. Ce point de presse, faut-il le rappeler, s'inscrit dans la trame de la feuille de route des actions que l'opposition politique congolaise, réunie dans le cadre de la dynamique pour l'unité d'action, a décidé de mener sur le terrain afin de mettre hors d'état de nuire tous les pourvoyeurs de la démocratie et conspirateurs de projets du coup d'État constitutionnel dans notre pays. Sans plus tarder, nous passons la parole au conférencier du jour, l'honorable Ewanga. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Il y a un an, jour pour jour, j'ai été arrêté, emprisonné, injustement jugé et condamné à 1 an de prison ferme. Je viens de purger la peine qui m'a été infligée au centre dit de rééducation de Makala. Au moment où je me tiens devant vous, aujourd'hui, un homme à nouveau libre, il est de mon devoir de commencer par vous saluer tous et à chacun, et de vous dire combien je suis heureux et ému de me retrouver parmi vous une année après mon emprisonnement injuste. J'éprouve une énorme charge d'émotion de retrouver la grande famille de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition congolaise, dont l'INC, mon parti, est membre. J'adresse, au nom de ma famille et au mien propre, à tous et à chacun, mes profonds remerciements pour le soutien qu'ils n'ont cessé d'apporter à ma modeste personne, ainsi qu'à ma famille depuis mon enlèvement, dans la nuit qui a suivi le meeting populaire réussi du 4 août 2014 à la place Sainte-Thérèse d'Indjili et les soutiens appuyés reçus tout au long de ces procès de la honte ainsi que durant toute la période de mon incarcération à Makala, à la prison de Makala. Je suis d'autant plus ému que je retrouve la grande famille de l'opposition politique, plus que jamais unie, engagée et déterminé à faire respecter la Constitution de la République et attaché au principe d'alternance démocratique dans notre pays. Je tiens, avant d'entrer dans le vif du sujet, à remercier de tout cœur, au nom de ma famille et au mien propre, tous les partis politiques de l'opposition, mes collègues députés nationaux, les personnalités de tous les horizons, les hommes de Dieu, les médias nationaux, qui ont bravé la terreur exercée sur eux par les pouvoirs en place, en relayant courageusement par leur diffusion et publication toutes les péripéties de mon dossier, et ils ont continué à démontrer qu'ils défendent la liberté d'expression et les causes justes. Je pense ici aux organes de presse tels que le Phare, le Potentiel, le Congo News, la radio Okapi, CCTV, RTCE, et la liste n'est pas exhaustive. À vous tous, vaillants journalistes, hommes et femmes épris de vérité, je dis sincèrement merci pour le soutien que vous avez apporté au front commun de lutte pour la démocratie et ma modeste personne dans cette affaire que mes geôliers ont considérée comme une ultime preuve à m'infliger pour nuire à mon combat politique et à ma vie, sinon comme une occasion pour eux de faire reculer la démocratie, de museler l'opposition, les leaders d'opinion, les activistes des droits de l'homme, d'intimider notre peuple et de réussir à instaurer ainsi, par la terreur, un régime tyrannique comme en Birmanie et en Corée du Nord. Je m'en voudrais à pareille circonstance si je ne tirais pas mon chapeau bas pour remercier mes compatriotes de la diaspora congolaise,
qui, chaque jour et de diverses manières, n'ont cessé d'interpeller le gouvernement et le Parlement de leur pays d'accueil pour condamner le régime de Kinshasa à cause de son forfait commis contre ma personne. À tous les Congolais, combattants et résistants vivant par la force des choses à l'étranger, je tiens sincèrement à dire merci pour les combats en faveur de ma modeste personne, en faveur de la liberté d'expression, en faveur de la démocratie. Je salue respectueusement les collectifs de mes avocats conseils qui, par leur argumentaire, ont taillé en pièces et détruit toutes les accusations mensongères dirigées contre ma personne et prouvé à la face du monde que dans ce pays, le triomphe de l'arbitraire dans l'administration judiciaire de la RDC est un cancer qui appelle de notre part un engagement collectif et déterminé pour son extirpation. Je remercie enfin le Parlement européen, le Parlement britannique, ainsi que leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique des États membres de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de la Suisse, les gouvernements belges, la MONUSCO et toutes les personnalités étrangères qui se sont mobilisées au nom de leur attachement à la démocratie et au respect des droits humains en faveur de ma modeste personne, qui trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude et détermination à continuer le combat en faveur de notre peuple. J'exprime vivement la même gratitude envers les organisations congolaises de défense des droits de l'homme, notamment la Voix des Sans-Voix de l'illustre Floribert Chebeya, l'Action pour l'accès à la justice, ACAJ, ASADO et bien d'autres. Je suis particulièrement reconnaissant à l'endroit des groupements parlementaires, des organisations internationales des droits de l'homme, plus particulièrement Human Rights Watch, l'Amnesty International, la Fondation Bill Clinton, la Fédération internationale des droits de l'homme et l'Association des parlementaires de langue française. Je ne saurais oublier la pression que jour après jour, la presse internationale, respectueuse des droits humains, n'a cessé d'exercer en rappelant, en souvenir mon emprisonnement, ainsi que les menaces contre les autres défenseurs de liberté et de droits humains à travers le monde. Je cite la Radio France Internationale, BBC Londres, La Voix de l'Amérique, La Voix de l'Allemagne, France 24, TV5, Afrique 24, La Libre Belgique, Les Soirs et bien d'autres. Je ne saurais clore le chapitre de ma gratitude sans remercier de manière particulière le peuple congolais tout entier qui, à Kinshasa, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Katanga, dans les Kasaï, au Congo central, au Bandundu, au Maniema et partout dans le pays, a fait preuve d'un sursaut patriotique exceptionnel en apportant son soutien. Ce sursaut n'est ni gratuit ni fortuit. C'est un message clair qui traduit la détermination de notre peuple à combattre la dictature sous toutes ses formes et à faire respecter l'esprit et la lettre de la Constitution par l'organisation de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire pour notre pays, en novembre 2016, et la passation civilisée des pouvoirs au sommet de l'État du pays, le 20 décembre 2016. Ce combat de notre peuple n'a cessé d'interpeller ma conscience tout au long de mon incarcération. J'ai reçu votre soutien comme un appel pressant à l'engagement de ma personne au service du peuple, c'est-à-dire au service de la démocratie. Je ne saurais citer tous les noms des personnes et organisations qui m'ont soutenu et qui sont sans nombre. Je voudrais que tous notent, à travers ces simples mots, toute l'émotion que j'ai ressentie, toutes les fois que je me suis senti soutenu et porté par eux, tous, ainsi que toute la gratitude doublée de ma détermination, plus que jamais, d'œuvrer ensemble, main dans la main, pour sauver le pays de la dérive totalitaire. Votre soutien sans faille, je l'ai ressenti comme un appel pressant et davantage d'un engagement au service du peuple, c'est-à-dire au service de la démocratie. À travers ces mots,
je voudrais que vous puissiez également noter ma détermination, plus que jamais renouveler d'œuvrer ensemble avec vous, main dans la main pour sauver... Mesdames et messieurs de la presse, durant les 12 mois de mon emprisonnement, j'ai côtoyé toutes les misères des prisons congolaises. J'en porte des stigmates et je sais de quoi je parle. En ce jour, je pense plus particulièrement aux nombreux compatriotes, victimes d'injustices sans nom, condamnés par le régime à croupir sans raison et sans jugement en prison, et qui espèrent un jour recouvrer la liberté par les combats que nous menons tous. Je pense à mes camarades de cellule, Eugène Diomine Dongala, Vano Kiboko, Jean-Claude Mouyambo, Christopher Ngoy, Cyril Doé Moupapa, Yves Makwambala, Fred Baouma et Godefroy Mwanabwato. Il en est de même des condamnés, je dis bien des condamnés amnistiés, dans l'affaire de l'assassinat du feu Laurent Désiré Kabila, parmi lesquels Nono Lutula, Edi Kapende, Nelly Tuité, colonel Mayembe, colonel Kunda, colonel Alphonse Mikindo, et de certains issus des groupes soi-disant insurrectionnels, dont la plupart ont été arrêtés, mais jamais jugés ni condamnés, bien qu'amnistiés, restent maintenus en prison par la seule volonté du régime de Kinshasa. Il s'agit notamment de Maître Firmé Yangambi, Eric Kikunda, Gérald Mapela, colonel Samba et du lieutenant-colonel Kazamba. Sur ce chapitre, j'y ai consacré un ouvrage à paraître incessamment. Je voudrais enfin saluer avec respect la mémoire illustre de tous les compatriotes tombés sur le champ de bataille de notre lutte lors des événements du 19 et 25 janvier 2015, et dont la plupart reposent dans l'anonymat dans la fosse commune de Maluku, abusivement et honteusement appelée Tombe commune. Ma pensée se tourne également vers les victimes des massacres à répétition à Beni, au Nord Kivu, causés par l'incapacité du pouvoir en place et assurer la sécurité des personnes et celle de leurs biens. En leur mémoire, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence. Bien, je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, au sortir de la prison, d'aucuns se posent la question de savoir quel est mon état d'esprit. Après 12 mois d'une injuste privation de liberté, rassurez-vous, je suis calme et serein. Mon état d'esprit est celui d'un homme politique, conscient de ses responsabilités devant l'histoire et la nation, qui a été confronté à l'arbitraire d'un système répressif et dictatorial, qui, par ses forfaits, m'a donné encore l'occasion de jauger du dédain de la prison, l'immensité de l'incapacité du régime à gérer le pays et à maîtriser le destin national. La présente conférence de presse intervient plus de 12 jours. J'ai dit, la présente conférence de presse intervient plus de 10 jours après que j'aie totalement purgé la peine injuste qui m'avait été infligée sans motif valable, dans le but d'intimider l'opposition et de tout notre peuple dans son combat pour l'alternance pacifique et démocratique qu'impose la Constitution et les lois de la République. Alternance qui ne peut être ni retardée, ni reculée, encore moins négociée par qui que ce soit. Elle s'impose à tous comme un impératif à intégrer dans nos mentalités et une contrainte sociale émanant de la volonté souveraine de notre peuple qui est déterminée à user des prérogatives constitutionnelles pour remplacer à tout prix le régime en place qui n'a plus ni assise
ni projet, ni recette nouvelle à faire valoir. C'est le lieu pour moi de renouveler ma détermination, celle de mon parti, l'Union pour la nation congolaise, et sans aucun doute celle de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition, à poursuivre la lutte en accentuant la pression constante sur le régime en place pour que notre pays accède à la culture d'alternance démocratique à travers la tenue dans le délai de l'élection présidentielle libre, démocratique et transparente à laquelle M. Kabila, par la volonté du constituant, n'a plus le droit d'être candidat. Cette élection la libre régime en place pour que notre pays accède à la culture d'alternance démocratique à travers la tenue dans le délai de l'élection présidentielle libre, démocratique et transparente à laquelle M. Kabila, par la volonté du constituant, n'a plus le droit d'être candidat. Cette élection présidentielle doit absolument se tenir le 27 novembre 2016. J'invite la classe politique, sans atermoiement funeste, dans une démarche globale qui intègre les aspirations légitimes de notre peuple, au changement en évitant les compromissions et autres arrangements politiciens nocturnes dictés par des intérêts égoïstes et qui fondamentalement sont de nature à donner des béquilles au pouvoir en place. En d'autres termes, je réaffirme que le deuxième et le dernier mandat constitutionnel de M. Kabila arrive à terme le 19 décembre 2016 sans aucune possibilité de prolongation ou de glissement quelconque. À ce sujet, il est important de préciser que la Constitution de la République ne connaît point le concept de troisième mandat, auquel M. Kabila ou quelqu'un d'autre après lui aurait encore droit. Il me semble que cette question doit être élucidée au regard des textes constitutionnels qui régissent la pratique politique dans notre pays. Ainsi, l'article 70 stipule, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. » Fin de citation. Cette disposition est on ne peut plus claire en ce qu'elle fixe les limites du renouvellement de mandat présidentiel. Il va sans dire que ceux qui évoquent un quelconque troisième mandat ou une éventuelle transition sont dans l'erreur. Ils veulent tout simplement, au nom de leurs intérêts égoïstes, plonger notre pays, la RDC, dans le chaos. Il n'y aura pas de troisième mandat pour M. Kabila. Qui aura le 19 décembre 2016 épuisé totalement le nombre de mandats que lui offre la Constitution. Tout exercice de pouvoir, au-delà de ces délais, n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État constitutionnel que notre peuple n'est pas prêt et ne sera jamais prêt à accepter. Dans tous les cas, face aux gesticulations mal intentionnées de la majorité au pouvoir, j'invite le peuple congolais à s'approprier dès aujourd'hui l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution. En son alinéa premier qui stipule, je cite, « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Il va sans dire que dès à présent, nous devons tous nous armer de vigilance, tous azimuts, pour surveiller les comportements du pouvoir en place. Et le cas essayant de prendre notre destin en main, comme des sentinelles de la République et de la démocratie, à barrer la route à toutes les manœuvres dilatoires d'un pouvoir agonisant
devenu une menace pour notre peuple et la survie de la République. Mesdames et messieurs de la presse, mes 12 mois d'emprisonnement à Makala m'ont permis de pénétrer les arcanes de la justice de notre pays, qui souffre de plusieurs maux, notamment l'arbitraire, la corruption et la pratique de torture et de traitements dégradants. Bref, Makala est un mouroir, d'où on n'est jamais sûr de sortir vivant ou indemne. J'ai été confronté aux réalités dures et même révoltantes de cette prison. Je me suis parfois demandé si le gouvernement était conscient du rôle d'une prison. J'ai été à maintes reprises choqué de vivre des spectacles ahurissants et inacceptables de scènes de torture, de sodomie, d'humiliations diverses et par plusieurs cas de traitements inhumains et dégradants, sans compter des cas de violation manifeste des principes élémentaires du Code de procédure pénale. À titre illustratif, je vais m'appesantir sur un cas, celui de mon voisin de cellule, le président Muyambo, prétendument arrêté pour stélionnat et abus de confiance, devenu curieusement de la force des choses un souci pour le gouvernement. Le temps que le parquet général mène des investigations, Muyambo croupit en prison avec moi, en attendant que le parquet général de Lubumbashi transmette le rapport de la commission rogatoire, son dossier est envoyé au tribunal pour fixation. Une semaine après, le parquet de Lubumbashi envoie son rapport qui blanchit Muyambo et ne retient aucune infraction à sa charge. Curieusement, l'honorable Muyambo, bien malade, continue à être arbitrairement maintenu en détention par la volonté des individus. J'ai vu des personnes condamnées à la place des autres et dont la détention dépasse plus de 5 ans. J'ai rencontré des personnes amnistiées par ordonnance présidentielle, mais exclues du bénéfice de cette amnistie par décision des individus se réclamant du pouvoir. J'ai noté par exemple l'hébergement pourtant responsabilité de l'administration pénitentiaire est plutôt confié à des bandits, des Kuluna et à des prisonniers militaires qui perçoivent un guillemot de redevance hebdomadaire auprès des occupants. Pour quitter l'hébergement et avoir une place au pavillon, il y a des frais à payer auprès du gouverneur, gestionnaire du pavillon, de l'ordre de 20 à 100 dollars américains selon les cas. Ceux qui n'ont pas cette somme sont obligés d'aller vidanger et de boucher les installations hygiéniques dans un état crasseux, et cela, s'il vous plaît, à main nue. Exposés ainsi à de diverses maladies avec tous les risques que cela comporte. Makala, c'est un milieu insalubre où sont exposés en l'air libre les excréments humains, distillant des odeurs nauséabondes, polluant l'atmosphère et répandant plusieurs maladies. J'ai relevé enfin que même le fonctionnement de la prison incombe entièrement aux pauvres prisonniers, parfois obligés de prendre en charge l'entretien des bâtiments, l'électricité, l'eau et des fois même des fournitures de bureaux et le carburant pour l'administration. Makala est une structure conçue pour 1500 personnes en 1952, mais qui abrite aujourd'hui plus de 7000 personnes, souvent sans dépenses et exposées à toutes sortes de maladies, dont la tuberculose, la typhoïde, l'amibiase, les infections sexuellement transmissibles, ainsi que les maladies de la peau sale. Quand un prisonnier tombe malade à Makala, il est presque déjà condamné à mourir. Cette prison ne dispose que d'un minable centre de santé sans équipement, sans médicaments ni ambulance, pour une population de plus de 7000 personnes. Le processus d'évacuation des personnes gravement malades vers les institutions de soins médicaux appropriés est un véritable chemin de croix, surtout lorsqu'il s'agit de prisonniers politiques,
qui sont soumis à un régime particulier des autorisations émanant des autorités politiques et judiciaires et celles de services de sécurité en dehors de l'administration pénitentiaire. Le moindre sourire pour les prisonniers est celui qui vient du Comité international de la Croix-Rouge, dont les dirigeants s'occupent parfois même du débouchage des installations hygiéniques et construisent d'autres. Amoner Rabi Makala est tout sauf un centre de rééducation. Sur plus de 7000 détenus, 5000 jeunes dont l'âge varie entre 15 et 30 ans, jetés en prison pour motifs divers et souvent sans fondement. À ce nombre, c'est toute la nation qui est en péril et sa jeunesse sacrifiée, faute de politiques appropriées de la part du gouvernement. Il y a lieu de craindre que toutes ces victimes ne s'inspirent un jour des exemples d'ailleurs et deviennent un danger pour la République. En fait, la prison de Makala, c'est un Far West qui consacre la désacralisation de l'État. Mesdames et messieurs de la presse, je ne peux terminer mon propos sans revenir sur la situation préoccupante du pays qui appelle de notre part une prise de conscience sur les dangers qui nous guettent et par conséquent un sursaut patriotique. Quels sont ces dangers-là? D'abord, la peur d'affronter un pouvoir prédateur, honni et vomi par tout notre peuple, à cause de son incompétence, de ses insuffisances, de sa mégestion, des pillages des ressources naturelles, de l'insécurité, de la corruption et des scandales à répétition, ainsi que la cupidité qui le caractérise. Ces pouvoirs agonisants n'ont plus d'autre recette à part la violence et l'arbitraire, utilisés comme arme d'intimidation pour susciter la peur et la psychose de la population. Deuxième danger qui guette est ensuite la nation, c'est le dysfonctionnement des institutions de la République à tous les niveaux. Aujourd'hui, toutes les institutions congolaises sont instrumentalisées et manipulées à souhait pour imposer à tout un peuple la volonté nocive d'un individu. J'en veux pour exemple la convocation du Sénat en seconde session extraordinaire en violation de la Constitution et du règlement intérieur de cette Chambre, juste pour imposer la volonté d'un petit groupe d'individus en quête d'un glissement. Je salue ici la bravoure des honorables sénateurs et je les invite à faire davantage preuve du courage politique et faire échec à ce funeste projet. Il en est de même de la Commission électorale nationale indépendante, censée être indépendante, mais qui, dans le fait, démontre à suffisante son inféodation au pouvoir en place dont elle est devenue la branche spécialisée en charge du glissement. Le troisième danger, enfin, qui menace le pays, c'est l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire par les services de sécurité au fin d'étouffer la démocratie et porter atteinte aux libertés individuelles. Dans ce chapitre, il y a lieu de citer les divers procès politiques contre les personnalités de l'opposition, dont moi-même, celles de la société civile ainsi que des journalistes. Lesquels procès sont boutiqués par les services de sécurité qui arrêtent les paisibles citoyens en violation des lois, présentent leur butin à l'appareil judiciaire et lui imposent la suite à y réserver. Entendez la sentence du pouvoir judiciaire. C'est ça mon cas et c'est aussi le cas de plusieurs autres. Mesdames et messieurs de la presse, mon message au peuple congolais est celui-ci. Bravo la peur qui nous enchaîne. Défions les bourreaux du peuple. C'est le prix à payer pour espérer bâtir un Congo tant rêvé par nos pères fondateurs. Un Congo fort et stable, un Congo sans corruption, un Congo sans affairisme, terre d'espoir, oasis de paix,
pour ses propres citoyens et le refuse des opprimés. Un Congo dans lequel les fonctions de l'État ne sont pas une profession, mais plutôt un mandat dont les délais doivent scrupuleusement être respectés. Un Congo dans lequel les fonctions de l'État ne sont pas une profession, mais plutôt un mandat dont le délai doit être scrupuleusement respecté. Un Congo où les journalistes exercent leur métier et ne subissent aucune contrainte ni violence. Un Congo où les activistes des droits de l'homme font leur travail sans être inquiétés ni poursuivis par le pouvoir. Un Congo où les dirigeants respectent le bien public et se préoccupent du vécu quotidien des Congolais. Un Congo où les fonctionnaires, les militaires, les juges, magistrats et policiers assument leurs fonctions sans contrainte et perçoivent une rémunération décente et suffisante digne de leur rang. Un Congo où l'enseignant, le médecin, l'infirmier s'appliquent chacun à sa tâche avec conscience parce que convaincu de sa prise en charge totale par l'État. Un Congo où la jeunesse reste la préoccupation de tout dirigeant, où la femme jouit les mêmes droits que l'homme, où l'enfant est au centre de toute l'action politique. Et c'est le Congo que nous devons nous engager à bâtir. Dans ce combat pour le Congo fort et prospère, nous devons nous imposer une culture démocratique qui passe par la tolérance, le respect mutuel, la liberté d'expression avant et après l'expression, parce que toutes ces valeurs sont garanties par la Constitution et les lois de la République. Notre lutte ne vise nullement les individus et les diriger contre un régime, mieux un système qui a prouvé son incapacité et ses limites et qui est appelé à disparaître et à être remplacé par des dirigeants nouveaux, choisis librement par notre peuple. Il s'agit du combat pour le respect de la parole donnée, pour le respect des engagements pris et le respect du serment devant le peuple et devant Dieu. Je vous invite donc, frères et sœurs congolais, à braver la peur, à vous lever tous comme un seul homme, dans un élan patriotique, pour nous unir et rejoindre le camp du peuple dont la souffrance nous interpelle et qui a déjà, depuis le 19 janvier 2015, conjugué ses pouvoirs au passé. Quant à moi, je m'engage à mener et à continuer avec tout notre peuple ces combats pour la démocratie dans notre pays. Combats pour lesquels, au péril de leur vie, des compatriotes ont si courageusement résisté et mouru. Simon Kimbangu a mené le combat pour la dignité de l'homme noir. Emery Patrice Lumumba et ses compagnons d'infortune, Okito, Polo, ont payé de leur vie pour l'indépendance de notre pays. Pierre Moulele, André Guillaume Lubaya ont lutté et payé chèrement de leur vie leur lutte contre la lutte de la dictature de la Deuxième République et pour la démocratie. Les étudiants de l'Ovanium, massacrés le 4 juin 1969 à Léopoldville, les manifestants du 16 février 1992, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Franck Nguik et son épouse, Didas Namunzimbo, les martyrs de la semaine du 19 et du 25 janvier 2015 et bien d'autres qui ont payé de leur vie pour la défense des droits humains, des libertés publiques, de la démocratie ont poursuivi ces combats. Ils sont donc nombreux, nos martyrs, qui ont mené le juste combat. Leur sang parle et nous interpelle. C'est dans la continuité de ces combats et interpellé par la souffrance imposée injustement à notre peuple que je continue à lutter et vous demande de nous unir tous pour éviter à notre pays une nouvelle dictature et donner au peuple congolais des raisons d'espérer. Pour terminer, je tiens à dire qu'en dépit de tout ce que j'ai connu et subi, j'accorde mon pardon à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont gratuitement imposé les séjours à Makala. Et je voudrais l'occasion faisant le meeting du 15 septembre
à travers tout le pays, une mobilisation nationale. Nous devons nous préparer pour ça. Mais avant de terminer, je voudrais lancer un slogan. Boya Nolangai. Bomba bomba. Bomba bomba. Olukaka makambwe. Olukaka makambwe. Je vous remercie. Bakotongo bakoloba mama ekosimba nzoto tenga mwana moto likambo nasali te o bakoloba bakobenda nde sonyo likambo nayebi te o bakofinga bakopesanga chance o nga mwana moto Kagari olele azana nyongo ya moto te bakoloba mama sonye kotinga mabango yaka onga na zamba o mama o soki likambo nga nayeba o mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo mwana moto asali ninyo baya kokinelanga nde makambo Et nous sommes très heureux, comme vous venez de le voir, le secrétaire général de l'UNC, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, a purgé sa peine de 12 mois. Il n'a pas été libéré. Il a purgé sa peine de 12 mois que tant d'autres ont pu passer par là. C'est pour cela que nous disons clairement la démocratie doit continuer. Ils ont arrêté Naguère, Mungulu Diaka, Tshisekedi, les grands ténors de la Bako et tout ce qui se passe. Ils sont sortis. Maintenant, il y a des problèmes, il y a des manques et de tout cela. Tout simplement pour dire la démocratie doit être vivante dans ce pays. C'est un pays avec 9 millions de morts depuis l'arrivée de la FDL jusqu'à ce jour. Pourquoi empêcher la démocratie? Et nous serons fermes par rapport à la non-transition de M. Kabila. Le 27 novembre 2016, il doit y avoir des élections. Le 22 ou le 12 décembre, M. Kabila va passer son pouvoir à la personne qui sera élue. Vous savez, plus ou moins un sentiment. Alors, le tout premier, c'est je suis ému au plus profond de moi-même, ému de joie, bien sûr, de voir un compatriote, un frère, dans tous les sens, un véritable frère de combat, frère biologique, sorti de ces milieux-là, que moi-même j'ai eu à fréquenter à un certain moment, chez la voix, dans la famille. Et sa sortie, et son texte, c'est une interpellation. Comme un citoyen tout simplement, quel est notre engagement dans ces combats pour la tenance démocratique au Congo. J'ai aimé le discours de Wanga, j'ai aimé ses perspectives tracées, et je crois que si nous engageons dans le chemin qui vient de tracer, certainement que nous allons saluer en 2016 la tenance au pouvoir. Oui, j'ai religieusement suivi l'honorable Ewanga. Je crois que son speech a comporté essentiellement 3 parties. Il a remercié les uns et les autres pour le soutien lui apporté. Et dans la deuxième partie, il a déploré les conditions de détention à Makala. Il a regretté, pour tout dire, Makala est un espace abandonné à lui-même, où règne la loi privée. Or, dans un État, il n'y a pas de place à la loi privée. Et enfin, l'appel au peuple de chasser la peur
pour résister devant cette menace de réinstallation de la dictature dans notre pays. Et il termine par son engagement à se battre, à lutter aux côtés du peuple pour l'avènement d'un Congo véritablement démocratique. Voilà ce que j'ai retenu du discours, du message de l'honorable Jean-Bertrand Wanga, et il a précisé que son combat n'est pas contre les individus, pas contre un individu, mais contre un système. Voilà.